Bonjour à tous et merci d'être si nombreux à vous connecter aujourd'hui. Donc, on va laisser encore un tout petit peu de temps à tout le monde de rentrer dans la salle et de se connecter. Je suis Laure Blondel, directrice conseil marque, produits et consommation responsable chez Greenflex. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Greenflex, notre mission est d'accompagner les entreprises dans leur transformation vers des modèles et des offres soutenables. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'édition 2026 du baromètre de la consommation responsable. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, cette étude est réalisée en collaboration avec l'ADEME. Donc, j'en profite pour remercier chaleureusement Valérie Martin, sans qui cette étude n'aurait jamais vu le jour, ainsi que Anaïs, Marianne et Alba pour leur contribution cette année. J'en profite également pour remercier l'équipe Greenflex, donc Bénédicte, Ludivine et Mathilde. Et vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation et c'est probablement Bénédicte, Ludivine ou Mathilde qui vous répondront directement dans le chat. À l'issue de la présentation, qui durera à peu près une trentaine de minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Jocelyn, Marie et Frédéric Le Rebourg. Alors, je vais vous laisser Jocelyn et Frédéric faire une petite introduction, vous présenter, puis on reviendra ensemble à l'issue de la présentation pour la table ronde. Alors, je commence, oui. Oui, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle présentation. Je m'appelle Frédéric Le Rebourg, je suis directeur général de Tefelo Bodis à Bain-de-Bretagne, société à mission, entreprise de torréfaction bretonne et engagée depuis 1988. On en reparlera. Merci beaucoup. Et Jocelyn? Je m'appelle Jocelyn Marie, je suis le chef et patron du restaurant La Table de Colette, qui est un restaurant très engagé. On a même obtenu le prix du restaurant le plus engagé en 2024 par Écotable. Voilà, et on a fait le point sur tout ce qui pouvait émettre du CO2 et puis polluer dans un restaurant. Et on a essayé de réduire au maximum l'empreinte carbone. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, je vais commencer la présentation des résultats et on reviendra tous les trois sur un moment de table ronde qui sera dédié donc plus particulièrement à l'alimentation et aux enjeux de transformation de nos pratiques alimentaires. Alors, je vais commencer par vous donner quelques informations sur la méthodologie que nous avons utilisée. Donc, comme les années précédentes, on analyse un échantillon représentatif de la population française adulte pour comprendre d'abord la perception des citoyens face au modèle de société, leurs attitudes et leurs engagements en faveur de la consommation responsable, et tout ça afin d'identifier des leviers d'action, notamment pour les entreprises. Alors, cette étude, elle a plus de 20 ans maintenant, puisqu'elle a été lancée pour la première fois en 2004. Et donc, ça nous permet d'avoir énormément d'historique sur certaines questions. Et comme vous le verrez, notre thématique annuelle sera donc autour de l'alimentation. Alors, je vais commencer par une bonne nouvelle. Par les temps qui courent, on ne va pas bouder cela. Les Français ont un regain d'intérêt pour la consommation responsable. Alors, qu'est-ce qui me permet de vous dire ça? On va commencer par cette question clé qui va nous aider en fait à cerner le niveau d'engagement déclaré. Alors, on a cette question donc, qui est: comment décririez-vous votre état d'esprit actuel par rapport à la consommation responsable? Et nous avons 4 modalités de réponse. La première, c'est: je suis engagé, donc je fais tout mon possible pour réduire l'impact de ma consommation et sensibiliser les autres. Je suis concerné, j'ai changé certaines de mes pratiques au quotidien pour réduire l'impact de ma consommation. Je suis indifférent, je n'ai pas spécialement changé mes habitudes de consommation, ou je suis agacé, je n'ai pas envie de changer ma façon de consommer. Encore, et puis quelques je ne sais pas. On va considérer que la somme des personnes engagées et concernées, ce sont ce qu'on va appeler les citoyens mobilisés. Alors, on voit cette année que la mobilisation déclarée se renforce. Donc, vous voyez qu'elle passe de 73% à 77%. Quand vous avez des petites flèches comme ça, j'en profite. Donc, les petites flèches en vert, c'est une augmentation significative par rapport à l'année dernière. Les petites flèches en rouge, c'est donc une baisse significative par rapport à l'an dernier. Alors, je vous ai dit qu'on avait un regain d'intérêt cette année, donc c'est bien le cas. Si on prend un petit peu de recul aussi par rapport à l'historique que nous avons là sur 5 ans, on voit en réalité que la mobilisation, elle se maintient autour de 75%. Donc, on a effectivement un essoufflement en 2025
On aurait pu craindre du coup un essoufflement qui allait durer, mais donc on voit bien que là, on est sur un regain de mobilisation, et donc c'est pour ça que je me suis permise de dire que c'était une bonne nouvelle. Si on reste sur cette question et qu'on focalise sur 2026, on va regarder maintenant la différence par tranche d'âge, qui est très intéressant. Donc, vous voyez, on a toujours les mobilisés à hauteur de 77% pour la population générale. Et on voit que les moins de 35 ans, donc vous avez les 18-24 ans sur la première colonne et les 25-34 ans sur la deuxième colonne, on voit que les moins de 35 ans apparaissent comme les plus mobilisés, donc avec des taux assez élevés, hein. Vous voyez le score de 88% d'engagement pour la catégorie 25-34 ans. Donc ça confirme que la consommation responsable, elle est aujourd'hui plutôt portée par les jeunes adultes en France. Et on voit que les 55 ans et plus sont plutôt en retrait par rapport à cette mobilisation. Donc une fois qu'on a regardé le niveau d'engagement, on va regarder le niveau de compréhension des consommateurs vis-à-vis de leur impact environnemental. Donc c'est intéressant en fait de regarder dans quelle mesure le lien entre choix de consommation et avenir de la planète est clair chez les consommateurs. Donc vous avez ici sur la population générale ce lien qui est clair pour 7 Français sur 10. Donc ce qui est quand même déjà un score assez élevé. On va regarder maintenant la différence en fait en fonction du niveau d'engagement des Français, donc c'est-à-dire avec le prisme dont je viens de vous parler juste avant, donc engagé, concerné, indifférent et agacé. On voit que le score monte à plus de 90% pour les personnes engagées et qu'il est en revanche de 44% pour les personnes indifférentes. Alors pour bien comprendre ce que ça veut dire que les personnes qui ont répondu je suis engagée, donc je fais tout mon possible pour réduire l'impact de ma consommation, ceux qui ont répondu je suis engagé à cette question ont à 91% répondu je vois bien le lien entre mes choix de consommation et l'avenir de la planète. D'un autre côté, les personnes qui ont répondu je n'ai pas spécialement changé mes habitudes de consommation ont répondu seulement à 44% je vois bien le lien entre mes choix de consommation et la planète. Donc c'est ce qu'on appelle un tri croisé. Donc plus les citoyens sont engagés, plus le lien est clair entre leur consommation et l'avenir de la planète. À moins que ce ne soit l'inverse, plus les citoyens voient bien ce lien entre leur consommation et l'avenir de la planète, plus ils s'engagent pour réduire leur impact. En fait, dans tous les cas, on voit que la sensibilisation sur l'impact des choix de consommation apparaît comme une clé importante en fait, pour mobiliser les citoyens. Donc, au-delà de cette dynamique de mobilisation qui repart cette année, on voit aussi évoluer le regard qui est porté sur la responsabilité et le rôle des entreprises. Donc tout d'abord, on voit que les consommateurs sont conscients que le modèle est à bout de souffle et qu'ils doivent eux-mêmes réduire leur consommation. On a pour près de 8 Français sur 10, produire autrement ne suffit plus, il faut également consommer moins. Donc vous voyez, c'est quand même une augmentation très significative de 7 points par rapport à l'an dernier. Mais on sait que les consommateurs n'arriveront pas seuls à consommer moins, et on va revenir sur ce point dans quelques instants. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est le niveau de conscience de la nécessité de consommer moins. On va maintenant regarder le sujet du consommer mieux. Donc le sujet du consommer mieux, ça se traduit très concrètement en fait dans les comportements d'achat. Alors les comportements d'achat déclarés, hein, bien évidemment, au travers de cette étude. Donc on observe, par exemple, si on prend je fais mes choix en fonction de l'origine du produit, on a un taux d'accord de à peu près 3/4 de la population. Je fais mes choix en fonction du mode de production, donc un petit peu en dessous, mais quand même de 60%. Et vous voyez que un peu plus de 60%, et vous voyez que la tendance depuis 3 ans, elle est toujours la même. Et je privilégie les produits qui rémunèrent de manière juste les producteurs et agriculteurs de la même façon. En tout cas, on n'a pas de baisse depuis 3 ans. Donc, on voit que c'est une attention qui est renforcée sur l'amont de la chaîne de valeur. Donc, l'amont de la chaîne de valeur, c'est quoi? C'est ce qui se passe avant que les produits arrivent en rayon. Donc, autrement dit, si on veut l'expliciter de manière plus simple, les Français veulent réellement consommer mieux, et pas uniquement pour eux, ils regardent aussi de plus en plus où et dans quelles conditions les produits qu'ils consomment sont fabriqués. Donc là, on n'est pas encore sur spécifiquement l'alimentation, mais on va y venir. Donc, on voit que les consommateurs sont OK pour consommer moins et pour consommer mieux, mais concrètement, qui a la responsabilité d'agir? Donc, comme je vous le disais juste avant, en fait, les consommateurs ont besoin de soutien dans leurs actions.
Et on voit avec cette question, donc selon vous, dans quelle mesure les acteurs ont la responsabilité d'agir concrètement en faveur de la consommation responsable? On voit que finalement, tout le monde a son rôle à jouer, parce qu'en fait, on voit des taux d'accord très importants, donc les entreprises et les marques et la grande distribution. Donc on voit que ce sont eux qui restent en première ligne, avec une exigence qui par ailleurs s'étend à l'ensemble des acteurs. Donc on voit quand même des hausses significatives, donc plus 4 points, plus 5 points, sur un certain nombre d'acteurs. Donc, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit en fait une attente forte de la part des citoyens qui est que la transition doit bien être portée collectivement par l'ensemble des acteurs. Si on regarde de plus près maintenant le rapport que les consommateurs entretiennent avec les marques, donc à la fois leur perception et leurs attentes, on a cette question, les entreprises et les marques incitent à la surconsommation avec un taux d'accord qui est quand même de 87%, donc quand même 4 points de plus que l'année dernière. Les entreprises doivent changer leur modèle pour ne pas chercher la croissance économique à tout prix, 81%, et les gouvernements devraient contraindre davantage les entreprises à produire dans le respect de l'environnement et des travailleurs, 81% également, donc avec dans les deux cas une progression de 5 points par rapport à l'année dernière. Donc on voit que le regard porté sur les entreprises continue de se durcir, donc avec des niveaux qui étaient déjà très élevés l'année dernière et qui continuent de progresser de manière significative. Et en fait, on voit que c'est une critique en réalité qui est multiple, c'est-à-dire qu'elle porte à la fois sur les pratiques, notamment les pratiques commerciales et les pratiques marketing. On voit la publicité ou toujours plus de nouveautés, et une remise en question du modèle en tant que tel. On voit bien ce sujet de la croissance économique à tout prix. Et cette défiance, elle s'accompagne aussi d'une attente forte de régulation et de transformation en profondeur, donc qu'elle soit portée par les entreprises et les marques elles-mêmes, ou bien qu'elle soit contrainte par, ou aidée par les pouvoirs publics. Et ce regard critique, il se traduit assez naturellement par un niveau de confiance qui est relativement limité. On voit, c'est la courbe en violet, que moins d'un Français sur deux déclare croire les entreprises en matière de développement durable lorsqu'elles s'engagent. Et ces niveaux sont encore plus bas concernant l'information disponible. Vous voyez 44% pour l'information disponible pour faire les bons choix en matière de consommation responsable, et la confiance envers les grandes entreprises. Donc, ça traduit quand même une défiance persistante, parce que c'est quand même des scores qui se renforcent, et un besoin de preuves concrètes et de transparence de la part de l'entreprise et de la part des marques, parce qu'on voit vraiment ce décalage qui est très net entre des remises en cause très fortes, mais une crédibilité qui reste fragilisée. Et donc, si on va de manière plus précise sur le sujet de la confiance, qui est un sujet qu'on suit depuis, vous voyez, on a plus de 20 ans d'historique, on voit que cette confiance, elle était de près de 60% en 2004. Et donc, on voit qu'après plusieurs années de progression, elle est maintenant à un niveau qui, on va dire, relativement bas. Elle est restée autour de 38% maintenant. Alors, au-delà de la confiance envers les entreprises, donc de manière générale, cette étude s'attache également à suivre le regard que portent les consommateurs sur la publicité de manière plus précise. Et on voit que les scores de défiance envers la publicité, bon, ils ont toujours été assez élevés. Donc là, on voit qu'ils progressent encore. Donc c'est plus 4 points par rapport à l'année dernière. Donc 84% des consommateurs estiment que la publicité est trop présente et qu'il faudrait la réduire globalement. Pour information, c'est le même niveau de score qu'on avait en 2022. Ensuite, un petit peu baissé puis remonté. Et donc, on est quand même sur le niveau le plus élevé depuis 5 ans sur cette question. Et au-delà, donc là, on parlait plutôt du volume de publicité. On a aussi une critique sur, et des attentes en fait très fortes sur le contenu de la publicité. Bon, je vous donne deux exemples. On a cette question, l'État devrait interdire la publicité pour les produits les plus néfastes pour l'environnement et la santé. Donc, on a quand même 80% de taux d'accord, donc c'est plus 5 points par rapport à l'année dernière. Et la publicité devrait être réservée en priorité, donc c'est vraiment le pendant de ça, en priorité aux produits plus respectueux de l'environnement et de la santé. Et donc là, on a aussi un taux d'accord de 75% avec plus 6 points par rapport à l'année dernière. Sur la question de gauche, c'est le score le plus élevé depuis 3 ans qu'on pose cette question. Et sur la question de droite, c'est le score également le plus élevé depuis 4 ans qu'on pose cette question. Donc, vous voyez que les taux d'accord sont très forts et on a des attentes qui sont importantes par rapport à la publicité. Donc, on vient de voir dans ces deux premières parties que la consommation responsable reprenait de l'élan
et que les citoyens avaient donc des attentes très fortes envers les entreprises et les marques, donc envers à la fois le contenu et la façon dont elles communiquent leurs engagements. Et donc, on va voir dans cette nouvelle partie comment finalement le sujet de la santé et de l'alimentation, donc on va venir progressivement à l'alimentation, qui sont finalement donc deux sujets qui sont très interconnectés. Comment est-ce qu'ils peuvent être des leviers pour regagner de la confiance et aussi pour eh bien, transformer nos modèles de consommation et plus particulièrement d'alimentation. Donc on va d'abord revenir sur les préoccupations des Français. On a cette question que vous connaissez aussi pour ceux qui nous suivent. Donc on pose la question, quelles sont vos trois principales préoccupations actuellement? Donc on a les éléments de réponse suivants: la santé, le bonheur, le bien-être de la famille et des proches, le travail, le coût de la vie, la sécurité et l'environnement. Donc là, on a repris l'historique depuis 2019. Donc on voit tout en haut la courbe en jaune. Donc la courbe en jaune, c'est la santé. Donc on observe quoi? On observe que cette courbe, elle est toujours restée en haut depuis 2019. Donc c'est vraiment la santé qui émerge comme principale préoccupation des Français, donc depuis maintenant plusieurs années. On voit aussi en vert, donc la courbe en vert, c'est l'environnement. Donc on voit que c'est une préoccupation qui est majeure pour environ un quart des Français. Je vous invite aussi à regarder la courbe en bleu foncé, qui est la sécurité. Et on voit qu'en fait, ça avait fait un grand bond l'année dernière entre 2024 et 2025. On voit en revanche que là, c'est une préoccupation qui se maintient. Donc elle n'augmente pas particulièrement cette année. Donc cette priorité pour la santé, elle est intéressante aussi à regarder du point de vue de l'engagement pour la consommation responsable. En effet, c'est une préoccupation très forte, donc on vient de le voir, mais c'est surtout la première raison qui inciterait à changer ses habitudes de consommation vers des choix plus responsables. Donc la question est: quelles sont les raisons qui vous inciteraient le plus à changer vos habitudes? Donc on a 80% d'accord sur ma santé et mon bien-être personnel, et on a 74% pour le bien de la planète et de l'environnement, 70% pour l'avenir des générations futures, et 61% pour le bien-être et la préservation des espèces animales. Donc on voit que la santé apparaît vraiment comme un vrai levier de mobilisation parce que c'est un sujet qui touche de façon personnelle les consommateurs. Donc ça, c'est un sujet qu'on voit régulièrement dans cette étude. Et donc, en termes de levier, parce qu'on vous a dit qu'on allait regarder aussi les leviers, on imagine que si on focalise le message ou l'offre, d'ailleurs, l'un ou l'autre, sur la santé, ça peut, en fonction des cibles, être très incitatif au changement d'habitude. Encore une fois, on est sur un levier qui est très personnel. Et donc cette préoccupation pour la santé, elle peut se matérialiser de façon très concrète dans certaines pratiques d'achat. Donc encore une fois, c'est du déclaratif. Et donc on demande aux consommateurs, pour vos achats, à quelle fréquence réalisez-vous les actions suivantes. Donc par exemple, se renseigner sur la présence d'additifs et de conservateurs avant d'acheter un produit. Donc ça, cette action, cette pratique, elle est désormais adoptée régulièrement ou systématiquement par 2 tiers des Français. Donc vous voyez, c'est la courbe en vert en 2026. Donc on est à 65% de pratiques régulières ou systématiques. On voit en jaune la courbe de 2023. On voit qu'il y a eu une augmentation significative depuis 3 ans sur ce sujet. Donc c'est vraiment le sujet de l'ultra-transformation de l'offre alimentaire qui, on peut quand même le considérer maintenant, fait partie des sujets d'attention pour les consommateurs. Donc on a aussi le sujet des pesticides qui est très d'actualité en ce moment, comme vous le savez, et qui cristallise aussi les craintes des consommateurs. Donc là, on est quand même à plus de 80% de citoyens inquiets. Donc je pense qu'on peut tous se le dire, on n'est plus du tout sur un sujet de niche sur le sujet des pesticides. Et ce chiffre, il est à mettre en perspective de celui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui est sur les attentes sur l'amont de la chaîne de valeur. On l'a mis en rose pour vous le rappeler. Donc en clair, ce que ça nous dit là, c'est que les consommateurs veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette et que ce ne soit pas un risque pour leur santé. Et d'ailleurs, la sanction, elle est très claire puisque 3 Français sur 4 déclarent ne pas acheter un produit lorsqu'ils ont un doute sur son impact sur la santé. Donc là, on est quand même sur une sentence assez claire. Et donc sur ce type de sujet, pesticides, additifs, etc., en fait, c'est des sujets qui méritent beaucoup de pédagogie parce que c'est des sujets complexes. Et de notre point de vue, les médias peuvent et surtout doivent jouer en réalité un rôle de lanceur d'alerte. Alors, on a reposé une question cette année qu'on avait déjà posée en 2021. Donc, vous avez les deux courbes, vert clair 2021 et vert foncé 2026.
sur les documentaires et enquêtes dédiés à l'industrie alimentaire me font douter de ce que j'achète. On voit qu'en 5 ans, le score auprès de la population générale est resté stable autour de 7 personnes sur 10. Ce qui est intéressant en revanche, c'est d'aller regarder pour les plus jeunes. Donc on reprend les 18-24 ans et les 25-35 ans, 25-34 ans, et on voit que en fait, on voit qu'on a une augmentation de 11 points sur les 25-34 ans. Donc, ça nous montre que soit ils sont plus exposés à ce type de contenu, soit les contenus sont plus alarmants. En tout cas, cette tranche d'âge il est plus sensible. Donc, on a vu que l'alimentation pouvait générer des inquiétudes relatives à la santé. Donc, encore une fois, les sujets, par exemple, des additifs et des pesticides. Et surtout que la santé était un sujet prioritaire pour les Français. Et donc, en miroir, on va voir dans cette dernière partie sur l'alimentation que celle-ci est aussi un terrain particulièrement propice à l'action individuelle. Donc, pour commencer sur ce sujet plus focus sur l'alimentation, on constate que 62% des consommateurs se posent donc justement plus de questions sur l'impact environnemental de leur alimentation. Donc, ce n'est pas uniquement à cause des documentaires et enquêtes, mais ça y contribue notamment. On regarde de nouveau la différence sur 2 tranches d'âge, donc les 18-24 ans ou les 55 ans et plus. Et donc, on constate une nouvelle fois que les plus jeunes se questionnent davantage que les plus âgés de notre étude. Et donc, pour creuser ce sujet de l'alimentation, on a questionné cette année les Français sur leur pratique de la cuisine. Donc, on voit que déjà, les citoyens sont tous presque unanimes sur le fait que cuisiner reste un moyen fort pour maîtriser la qualité de ce qu'ils consomment. Enfin, évidemment, on y reviendra tout à l'heure pendant la table ronde. Et les questions suivantes, donc je souhaiterais apprendre à mieux cuisiner, je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps à cuisiner. Donc ils sont 60% d'accord avec ça. Ça nous renseigne plutôt sur la volonté des Français de progresser dans la pratique de la cuisine. Donc on voit qu'ils sont quand même, en fait, ils sont quand même très volontaires, voilà, pour apprendre à cuisiner mieux. Donc c'est vraiment des scores de notre point de vue qui sont encourageants pour promouvoir ce levier pour des habitudes d'alimentation plus responsables. Et si les consommateurs donc, sont relativement volontaires chez eux, qu'en est-il hors domicile? Donc, quand on dit hors domicile, c'est au restaurant, par exemple, mais aussi à la cantine, cantine scolaire, cantine universitaire, cantine d'entreprise. Donc, en fait, dès qu'on ne mange pas chez soi. Donc, on a pu voir que les consommateurs étaient de plus en plus portés de plus en plus attention à l'origine ou aux conditions de production des produits lorsqu'ils font leurs courses. Et donc, c'est assez naturel, finalement, que cet intérêt se retrouve aussi quand ils ne mangent pas chez eux, quand ce n'est pas eux en fait qui font leurs courses. Et on voit donc 7 personnes sur 10, plus de 7 personnes sur 10, aimeraient avoir plus d'informations sur ce qu'ils mangent quand ce ne sont pas eux qui cuisinent. Donc ça, on l'a vu, ça rejoint les chiffres de tout à l'heure, c'est tout à fait en cohérence. Et si on reste sur ce sujet du hors domicile, on voit qu'il y a des attentes très claires également sur l'offre. Donc au-delà de la transparence, donc notamment cette question, j'aimerais que les restaurants ou cantines me proposent plus de produits locaux ou bio. Donc c'est une question qu'on avait abordée en 2021. Donc on voit qu'en 5 ans, c'est une attente qui était déjà présente, mais qui est restée importante en 2026. On a aussi cette question sur l'offre de végétalisation, c'est-à-dire pas de poisson et pas de viande. Donc le score dans l'absolu est moins fort, mais ce qu'on voit surtout, c'est quand même un bond de 10 points entre 2021 et 2026, donc en 5 ans. Donc on voit, donc la question c'était, je souhaiterais que les restaurants ou cantines me proposent davantage d'options équilibrées, sans viande ou sans poisson. Donc équilibré, c'est important et on y reviendra tout à l'heure. Et donc on voit en 5 ans cette progression, donc c'est un vrai signal que l'attente pour une offre végétarienne se renforce énormément. Donc on a posé la question en 2021 et on l'a reposée en 2026 donc sur le régime alimentaire des répondants à cette étude. Donc on leur a posé la question: comment décririez-vous votre régime alimentaire actuel? Donc les consommateurs avaient le choix: je suis un consommateur régulier de viande ou de poisson. Il pouvait se décrire comme flexitarien, donc on a précisé, c'est bien à peu près 2 portions de viande ou de poisson par semaine ou moins. Végétarien, donc sans viande, sans poisson. Pesco-végétarien, uniquement sans viande, mais qui consomme du poisson.
végétalien ou vegan, donc sans aucune protéine animale, autre ou je ne sais pas, parce que c'est toujours un peu complexe de répondre à cette question. Donc on voit la différence. Donc vous avez toujours en haut, en vert clair, 2021 et en vert foncé 2026. Donc vous voyez que les deux courbes du haut, en fait, on voit que si vous voyez la deuxième barre sur les flexitariens, on voit en fait qu'en 5 ans, le flexitarisme déclaré a énormément progressé, finalement au détriment de la consommation déclarée de viande ou de poisson. Donc là, on a vraiment un sujet de vase communicant, à moins de 10 points pour la consommation régulière de viande et de poisson, et plus 9 points pour les flexitariens. Donc sur ce point de régime alimentaire, on sait que le collectif a du poids, mais il n'est pas toujours facilitateur du changement d'habitude. Et on en reparlera également tout à l'heure. On voit que pour 7 personnes sur 10, manger végétarien n'est pas toujours simple en famille ou entre amis. Donc on voit vraiment cette pression de la norme sociale sur les repas. Et justement, donc sur cette thématique de la norme sociale, on a voulu comparer les résultats de 2 questions qui sont assez proches et en fait qui visent à essayer de comprendre l'influence des autres sur nos comportements individuels. Donc la première question, c'est le fait de voir les autres faire des efforts en faveur d'une consommation responsable me motive à en faire. La deuxième question, elle est un petit peu différente mais similaire, c'est le fait de voir de plus en plus de personnes consommer moins de viande m'incite à faire de même. Alors, ce qui est intéressant, c'est les scores dans l'absolu de ces 2 questions, mais surtout la différence entre les deux. Vous allez le voir, en fait, sur la première question, on a 65% de tout à fait d'accord ou plutôt d'accord, c'est 8 points de plus que l'année dernière. C'est-à-dire que c'est quand même une augmentation très forte. De l'autre côté, concernant spécifiquement la baisse de la consommation de viande, on a 46% d'accord. Donc, c'est pas non plus faible, hein, c'est quand même presque un consommateur sur 2, mais on a quand même 20 points d'écart entre les deux. Donc c'est très intéressant et c'est très parlant en fait. Peut-être que quand on parle d'efforts qui sont assez génériques en faveur de la consommation responsable, on est peut-être tenté de penser que les autres vont avoir une influence positive, alors qu'en réalité, quand c'est quelque chose de très personnel comme la consommation de viande, là, on se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de freins et on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à se laisser influencer par son entourage, hein, ce qui corrobore la question tout à l'heure de la norme sociale et du fait qu'on ne se sent pas forcément à l'aise de manger végétarien entre amis ou en famille. Et donc, vous vous souvenez de la question au tout début de la présentation sur le lien entre, je vois bien le lien entre mes choix de consommation et l'avenir de la planète. Donc, on était à 71% d'accord pour la population générale. Alors ici, on a posé une question qui est également assez similaire. Je vois bien le lien entre mes choix d'alimentation et l'avenir de la planète. Donc là, on est à 67%, donc c'est un chiffre qui est à peu près similaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est, de nouveau un trait croisé, hein, de voir ce que répondent les personnes qui se déclarent véganes, végétariens, pesco-végétariens et flexitariens. Donc c'est une base qui représente quand même finalement une petite moitié de notre échantillon. Donc tous les consommateurs qui déclarent avoir réduit leur consommation de viande ou ne pas consommer du tout de viande. Donc on voit que ce taux, il est de près de 80%. A contrario, les consommateurs réguliers de viande, ou en tout cas qui déclarent ne pas avoir limité leur consommation de viande ou de poisson, semblent moins conscients de ce lien. Donc voilà, donc on a encore ce sujet intéressant et de voir que spécifiquement sur l'impact de la viande, il semble important de poursuivre et de renforcer la sensibilisation, parce qu'on voit que quand on est sensible à l'impact de ces choix d'alimentation, eh bien, on a tendance à consommer moins de viande ou de poisson. Donc on a, pour finir, posé la question aux consommateurs qui déclaraient consommer de la viande, donc à la fois les consommateurs de viande, mais aussi les consommateurs flexitariens, pour quelles raisons ils consommaient de la viande. Donc on voit que la première réponse, donc à plus de la moitié de l'échantillon, c'est pour le plaisir, donc 52%, devant 25% pour des questions de santé et devant 20% pour des questions d'habitude. Donc on voit que c'est encore un challenge à relever, hein, qui est celui de convaincre avec des offres qui sont moins carnées, mais surtout qui sont tout aussi gourmandes et qui sont aussi axées sur le plaisir. Donc pour pas non plus donner le sentiment que les assiettes végétales sont en quelque sorte une punition ou une restriction. Et donc si le collectif, hein, on l'a vu, ne réussit pas nécessairement à faire changer les habitudes,
on voit une nécessité à véhiculer des récits différents et surtout des expériences positives. Et ça, on va en reparler dans quelques instants avec nos invités pour la table ronde. Alors, en quelques mots, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition 2026? Donc, on a des consommateurs qui se remobilisent sur la consommation responsable et surtout qui sont en attente d'une transformation réelle des entreprises. Donc ça, c'est pas nouveau cette année, mais voilà, on insiste là-dessus. On voit que le regard des consommateurs envers les marques est toujours plus critique, donc envers les marques, à la fois envers leur offre et envers leurs pratiques. Et donc, ça oblige les marques à dépasser le discours, à dépasser les engagements pour démontrer une cohérence globale et surtout une cohérence très concrète, que ce soit dans leurs pratiques ou que ce soit surtout au sein directement de leur offre. Le deuxième point à retenir aujourd'hui, c'est que la consommation responsable, elle est guidée par la santé et finalement au quotidien. Et on voit que la santé donc, est une préoccupation majeure depuis un certain nombre d'années, on l'a vu, mais c'est aussi un levier d'engagement fort. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour les entreprises? Eh bien, ça implique d'apporter des réponses claires, à la fois par leurs engagements, mais encore une fois, par leur offre et par leurs pratiques, en connectant à la fois les bénéfices environnementaux et individuels, surtout évidemment du point de vue de la santé. Et enfin, on a vu que l'alimentation était un terrain, certes, d'inquiétude, mais aussi et surtout d'action. On va rester quand même dans les sujets positifs. Et donc, on voit que les pratiques alimentaires évoluent à domicile et qu'elles impliquent finalement des attentes importantes en dehors du domicile, donc hors foyer, donc on l'a dit, au restaurant ou à la cantine, par exemple. Donc, des sujets tels que la transparence, l'origine, les ingrédients, le mode de production et la végétalisation. Donc, on voit que tous ces sujets sont en pleine transformation. Et c'est de ça dont nous allons parler tout de suite avec nos deux invités pour la table ronde. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Marie, qui est chef et fondateur du restaurant La Table de Colette, et Frédéric Lerebourg, qui est directeur général de l'entreprise à mission Lobodis. Et donc, je vais vous poser des petites questions dans un instant. Et je vais peut-être d'abord vous laisser vous présenter à notre audience aujourd'hui. Vas-y, Frédéric. Bon, merci, Jospin. Donc, Frédéric Lerebourg, je suis donc le directeur général de Café Lobodis. Nous sommes une société à mission, entreprise de torréfaction, née en 1988 et engagée dans le fait de consommer autrement, voilà, depuis notre origine, avec une approche particulière de notre sourcing auprès uniquement de petits producteurs. Voilà, et une volonté affichée dès l'origine de l'entreprise de mettre une communication en place avec les consommateurs et de travailler avec eux dans une transparence totale de nos actions et de nos résultats. Eh ben, je m'appelle Jocelyn Marie, je suis chef et patron du restaurant La Table de Colette, dans le 5e à Paris. Et je suis avant tout chef de cuisine. Donc, en fait, j'ai pris conscience il y a à peu près 11 ans, à l'arrivée de ma fille, que l'alimentation était responsable à peu près un tiers, 25%, un tiers du dérèglement climatique. Et je me suis pris au jeu en me disant, OK, en tant que chef, qu'est-ce que je peux faire pour faire réduire ce bilan carbone? Et puis, 12 ans après, on a créé un restaurant. On a obtenu même le prix du restaurant le plus engagé en 2024 par Écotable. Et puis, on a vraiment mis à plat tous les secteurs de l'activité d'un restaurant, l'assiette, le sourcing, les énergies, pour essayer de faire réduire au maximum ce bilan carbone. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, j'ai quelques questions à vous poser parce qu'avec les chiffres qu'on vient de partager, il y a évidemment des choses lesquelles vous allez pouvoir rebondir. Donc, on constate que donc, la mobilisation autour de la consommation responsable repart cette année, donc, ce qui est une bonne nouvelle, je le rappelle. Et on voit que plus les consommateurs sont engagés, en fait, plus ils font un lien fort entre leur choix de consommation et notamment leur choix d'alimentation et l'avenir de la planète. Donc, on voit que cette prise de conscience, elle prend de l'ampleur. Alors, j'ai une première question pour Jocelyn. Est-ce que c'est ce que vous remarquez aussi dans votre restaurant? En gros, est-ce que les gens viennent pour manger bas carbone ou est-ce qu'ils viennent d'abord pour
se faire plaisir et déguster un repas gastronomique. Et après, finalement, ils se rendent compte que c'est bas carbone. On a vu un espèce de basculement. On a ouvert en 2019 et au début, je présentais énormément tout le concept éco-responsable. Et j'avais l'impression que ça saoulait un peu les gens, donc on a arrêté d'expliquer, on a écrit des engagements sur la carte, et puis s'ils voulaient poser des questions, ils pouvaient. Et en fait, on a vu un espèce de basculement où on a vu arriver une clientèle qui avait subi les conséquences du dérèglement climatique, une clientèle canadienne qui avait connu des très fortes chaleurs, une clientèle américaine aussi, californienne. Et en fait, ces clients-là négocient plus du tout avec les marques. Et eux, c'est vraiment un critère de choix où il faut absolument que ce qu'ils consomment soit écolo. Et ça, on a vraiment vu ce basculement. On a vu aussi cette espèce de ralentissement en 2025 et c'est reparti en 2026. Les gens sont vraiment de plus en plus conscients que il faut faire quelque chose et que si on veut donner un avenir à nos enfants, il faut consommer plus intelligemment, quoi. Oui, donc c'est effectivement la même dynamique qu'on a observée aussi Ouais. en effet avec une baisse de l'engagement en 2025. Du coup, j'ai une question pour Frédéric. Quand on interroge les consommateurs en fait sur donc ce qu'on appelle l'amont de la chaîne de valeur, donc avant que les produits arrivent en magasin, on voit que ils sont nombreux, hein, environ les trois quarts, à faire leur choix en fonction de l'origine du produit, en fonction du mode de production, en fonction d'une juste rémunération envers les producteurs et les agriculteurs. Et donc, vous avez bien conscience de cet enjeu de soutenir et préserver des modes de culture respectueux, parce que vous proposez notamment des cafés 100% pure origine, mais vous allez nous en parler un peu plus. Est-ce que, euh, est-ce que finalement vous êtes en avance de phase, ou est-ce que finalement cette transparence totale, ça devrait être la norme pour tous les fabricants? Alors, oui, je suis très heureux des résultats de ce baromètre et je vous annonce que je ne suis plus en avance de phase. Je suis en phase avec les consommateurs et ça, c'est réjouissant. Euh, et donc, effectivement, ça fait une trentaine d'années que sur ces trois points particuliers, la clarté de l'information sur l'origine des produits, la juste répartition de la valeur, tout au long de la chaîne, et puis aussi la qualité des produits, on est précurseur dans ce domaine depuis 30 ans. Et euh, aujourd'hui, je me réjouis de voir que le niveau d'exigence, le niveau de conscience du consommateur est là, il est acquis. Le consommateur est exigeant et il a des questionnements. Et du coup, est-ce que ça doit devenir la norme? Est-ce que notre approche particulière depuis 30 ans doit devenir la norme? Ben, j'ai envie de dire que oui, parce que le principe quand même, voilà, du côté du côté des transformateurs, du côté de la distribution, les messages sont clairs de la part des consommateurs. Et aujourd'hui, il y a besoin d'ajouter des critères, ou simple peut-être critères du prix, hein, qui était la clé de voûte de toute présentation ou information du consommateur depuis des années. Ben donc là, le consommateur exige d'autres informations, il est inquiet pour sa santé, il est inquiet pour la planète. Et je crois que s'il y a une norme à mettre en place, elle doit être orientée vers la clarté de l'information vis-à-vis du consommateur. Il faut arrêter de se cacher derrière des hors-lieux, des origines hors-lieu, origine lieu, etc. Il faut absolument dire tout bien la matière, comment elle a été produite, etc. Et je pense que en amenant ces informations au consommateur, celui-ci a son libre arbitre et choisira en conséquence. Et je suis très, très heureux de ce niveau de maturité aujourd'hui. Voilà. Il faut l'encourager, il faut l'alimenter. Je pense que la difficulté des entreprises aujourd'hui, peut-être, nous, on a une sorte ces engagements sont un peu natifs dans notre modèle. Il y a des entreprises, la plupart des entreprises aujourd'hui, par des problèmes
des peurs de risque de s'engager dans une vraie stratégie de coopération avec la moindre agricole, de plutôt travailler sur de l'opportunité d'achat que sur des engagements long terme. Des peurs de risque aussi en termes concurrentiels, des peurs de risque de controverse. Dès qu'on commence à être un petit peu trop précis sur ce que l'on fait, il faut dépasser ces risques-là parce que le consommateur, enfin, ces appréhensions-là, je veux dire, aujourd'hui, chez les industriels, parce que le consommateur est en attente, c'est très clair. Laure, on t'entend pas, tu as coupé Vous ton n'avez pas micro. votre micro. Pardon, excuse-moi. Donc je disais, pardon, oui, c'était pour pas faire de bruit pendant que vous parliez. Merci. Donc si je comprends bien, en fait, vous étiez peut-être tous les deux à un moment donné un peu pionniers dans vos démarches. Est-ce que vous sentez maintenant qu'il y a un mouvement autour de vous qui s'est engagé et que ça y est, c'est parti? Ou il y a encore il y a encore un peu des réticences et c'est compliqué pour emmener, on va dire, un peu la profession, enfin, chacun d'entre vous, peut-être Jocelyn pour commencer. Bah, il y a clairement un mouvement de la cuisine végétale qui est en train d'émerger. Alors, faut aussi revenir à pourquoi finalement on identifie la viande et le poisson comme quelque chose qui donne du plaisir. Ça fait 300 ans que la cuisine qui est codifiée est une cuisine de viande et de poisson. Pourquoi? Parce qu'il y a 300 ans, les seuls qui pouvaient chasser, c'était les nobles. La pêche est arrivée bien après parce qu'elle avait mauvaise presse en termes de croyances. On disait que ce qui venait de la mer était pas forcément très catholique, entre guillemets. Et du coup, je vais prendre un exemple tout bête, mais dans l'Escoffier, qui est un peu la Bible du cuisinier, il y a plus de 900 pages de recettes de cuisine. Et sur ces 900 pages, il y a 54 pages qui sont dédiées aux légumes. C'est-à-dire que tout le reste de ces recettes, le légume est un accompagnement ou une garniture aromatique, mais ce n'est pas l'élément principal. Et du coup, en fait, la cuisine qu'on mange aujourd'hui, qu'elle soit faite à la maison ou qu'elle soit dans les restaurants, elle vient de là. Et ça explique aussi pourquoi on considère que la viande et le poisson est l'élément qui va nous donner du plaisir. Alors que nous, on constate à la table de Colette que je veux dire, ça arrive régulièrement qu'on ait des clients qui pleurent tellement ce qu'on fait est bon. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive une fois par semaine, une fois par mois. Et tout ça pour dire que, en fait, on peut prendre énormément de plaisir à manger des légumes. Et ça, dans l'univers des gens, c'est peut-être pas forcément ancré. Et après, la deuxième aussi problématique, c'est qu'au niveau sociétal, tout est organisé autour de la viande et du poisson. C'est-à-dire que vous allez chez votre boucher, vous achetez du poulet, il est prêt à cuire. C'est-à-dire que vous le mettez dans le four, il cuit, et puis après, vous le mangez. C'est quasiment impossible de trouver ça pour les légumes, ou alors de mauvaise qualité. Souvent, le légume, il n'est pas lavé, il n'est pas épluché, il n'est pas taillé, alors que la volaille, elle est abattue, vidée, plumée. Et en fait, on a créé des abattoirs pour faciliter le travail des gens à arriver à la maison, mais on n'a pas créé des abattoirs de légumes pour qu'on aille plus vite en fait à la maison. Donc en fait, il faut qu'on réoriente toute la société vers un peu plus de végétal parce que c'est meilleur pour la santé et que le régime flexitarien est le régime, je pense, qui prédominera demain. Et du coup, Frédéric, sur ce sujet un peu est-ce qu'il y a un mouvement, ou est-ce que vous vous sentez seul? Non, non, on se sent plus seul, on s'est longtemps senti seul, et on se sent plus seul aujourd'hui. Il y a incontestablement un mouvement. On vient de parler du consommateur. Euh, euh, il y a aussi, il faut le dire aujourd'hui, une écoute attentive des pouvoirs publics. Le fait et un élargissement peut-être des critères de sélection d'un fournisseur pour les distributeurs. Ça se voit aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on commence à pondérer l'impact environnemental d'une offre d'un fournisseur avec le prix d'achat, avec voilà, donc de nouveaux critères dans l'évaluation des fournisseurs par les distributeurs, ils sont en train d'émerger.
Et ça, c'est très intéressant. Alors, par contre, il faut, je pense, toujours ce souci de clarification de l'information, ne pas être seul aujourd'hui. C'est là où des mouvements comme le collectif En Vérité, par exemple, auquel le Bodis adhère, on est aujourd'hui 60 acteurs, ça peut paraître peu, mais c'est déjà beaucoup, et qui militent pour une clarification de l'information du consommateur autour de 4 axes, hein, les origines, la qualité nutritionnelle du produit. Il y a le Nutri-Score aujourd'hui qui est très utilisé par le consommateur, l'impact environnemental et puis la juste répartition de la valeur. Et on voit bien que si on répond là sur ces 4 critères, en tout cas c'est les 4 critères sur lesquels on entend exercer notre transparence, eh bien, le consommateur sera suffisamment informé pour faire ses choix. Mais l'esprit pionnier dont vous parliez tout à l'heure est absolument, pour moi, à préserver et à maintenir. Pourquoi? Parce qu'on est au début de quelque chose. On voit bien aujourd'hui toute la tergiversation, enfin, toutes les difficultés qu'il y a, par exemple, à s'accorder sur l'impact environnemental. Là, je sors de l'alimentaire à un moment, mais on n'a toujours pas d'indicateurs clairs là-dessus, hein, aujourd'hui, de scoring clair sur l'impact environnemental de l'alimentation. Donc, il faut continuer à expérimenter. Il faut aussi être capable, en tant que marque, de se différencier toujours, hein, voilà, et de cultiver le rapport de confiance qu'on a établi avec le consommateur. Et donc, du coup, il faut expérimenter des nouvelles choses. C'est ce que nous faisons, par exemple, chez Logis, avec on est, je pense, le premier torréfacteur à indiquer sur l'ensemble de nos produits le Planet Score, hein, avec une note de A à D qui est assez comparable à celle du Nutri-Score, mais qui s'appuie sur 3 critères: l'impact sur le climat, l'impact sur la biodiversité de la filière et l'utilisation de pesticides. Ah. Et bon, ça nous engage, même une société engagée comme nous depuis longtemps, voilà, aujourd'hui, on a encore des marges de progrès, on a encore de quoi avancer, et c'est ça, je pense, qu'il faut apprendre à cultiver dans nos entreprises. Ah. Oui, avec du coup aussi ce sujet de pas uniquement focaliser sur le climat, mais plutôt d'élargir, on va dire, à une démarche un peu plus multicritère, avec notamment des enjeux autour de la biodiversité, par exemple, et des Oui, ressources. oui, parce qu'on parle bien des limites planétaires, hein. Les limites planétaires, ça s'arrête pas au changement climatique, malheureusement, et aux émissions de carbone. Il faut avoir, en tant que, en tout cas qu'acteur économique, avoir une démarche systémique, hein, et s'intéresser il y a 9 limites planétaires. Ben moi, en tant qu'entreprise, sur combien des limites planétaires j'ai un impact, et quels sont mes plans d'action pour justement rentrer dans cet objectif des limites planétaires. C'est Et vital, hein, c'est vital, hein, absolument, parce que sans ça, pas d'activité dans 30 ans, hein. Voilà, donc c'est quand même une réflexion à mener pour tout le monde, hein. tout à fait. Et vous disiez, enfin, vous parliez des scores notamment. On voit aussi que les consommateurs réclament finalement réclament de la part des pouvoirs publics un peu plus d'engagement sur enfin, une contrainte en tout cas des entreprises. Est-ce que vous pensez tous les deux que cette contrainte, elle serait salutaire, ou en gros on peut continuer à se baser sur, enfin, attendre que les entreprises soient volontaires sur ces sujets, ou finalement ce serait quand même mieux d'avoir, on va dire, une contrainte ou un accompagnement par des pouvoirs publics? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin des pouvoirs publics pour faire avancer les choses. Il y a des sujets, notamment, nous au restaurant, en fait, tous les produits qui sont livrés sont mis actuellement en caisse, soit en bois, soit en caisse polystyrène, soit en caisse plastique. Et aujourd'hui, il y aurait quand même il y a une société qui s'appelle Pandobac qui fait un peu ça avec des bacs réutilisables. Mais aujourd'hui, on atteint une limite, c'est-à-dire que bah, en fait, les producteurs livrent à Rungis, c'est à Rungis que les bacs sont mis en bacs réutilisables, et il faudrait que l'État légifère pour que toute la chaîne de logistique soit intègre cette problématique de bacs réutilisables. Aujourd'hui, nous, au restaurant, on est vraiment emmerdé avec ces caisses en bois et ces caisses polystyrène.
on a besoin que l'État nous aide à ce que ces caisses repartent chez le producteur pour que lui remette des légumes dedans et qu'on soit livré. C'est tout à fait faisable, mais tant que l'État légifère pas, il n'y a rien qui se passera. Parce que ça touche tellement d'acteurs que tant qu'on n'a pas une obligation, personne ne le fera, quoi. Oui. Vous partagez ça, Frédéric? Oui, oui, malheureusement. Mais pourquoi malheureusement? Parce que je pense qu'il y a on attend beaucoup de choses de l'État et alors qu'on devrait agir voilà, au niveau des filières, au niveau des acteurs, et le temps est arrivé à coopérer un peu plus entre nous et à être un peu plus responsable et mature, quoi, et pas attendre que la réglementation tombe. Euh, mais il y a besoin des deux. Il y a besoin des deux. Et je pense que peut-être que l'État a enfin, à la fois le projet, c'est la souveraineté alimentaire, hein. C'est en fait le cap. Il faudrait euh, démontrer un cap, en fait. Et le cap, c'était demain cultiver, enfin, avoir cette souveraineté alimentaire. Alors, il faut de la régulation. euh, la santé est très importante. Ça, c'est quand même des grands projets pour l'État, hein. Être souverain d'un point de vue alimentaire et garantir la santé des citoyens. Enfin, voilà. Donc, sur ces deux grands axes-là, comment on construit les choses, vous voyez, et comment on impose aux entreprises, aux acteurs économiques de contribuer à atteindre ces grands axes-là. Moi, j'aimerais bien des projets de cet ordre-là. Euh, et en plus, l'État, je pense, a deux axes très importants, qui est l'éducation, la pédagogie, l'information, la sensibilisation du consommateur et l'éducation dès l'enfance, en fait, aussi, hein. Il faut former nos futurs citoyens à une meilleure alimentation, à une meilleure santé, etc. Le travail que fait Jocelyn est remarquable de ce point de vue, mais il y a euh, parce qu'il démontre par l'exemple, en fait, hein. Et on a besoin de ça. Donc, il faut encourager ça. Et puis, il y a un grand levier aussi du côté de l'État, hein, dont on parle assez peu, qui est l'achat public, hein, l'exemplarité. Voilà, il faut que les engagements, par exemple, des Galim, etc., dans les cantines soient tenus, point barre, pas en tendance à être tenu dans les années qui viennent. Non, l'État s'est engagé et on y va, quoi. Et ça aussi, ça peut être un levier énorme pour accompagner ce que disait un peu Jocelyn tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en place des filières derrière de réemploi, etc. On a besoin de l'État en tant aussi qu'acteur, hein, qu'acteur économique. Oui, puis en plus, on voit que finalement, les consommateurs sont prêts, sont aussi en attente. On voit, pour revenir sur le sujet de la cuisine en particulier, on voit que les consommateurs je disais tout à l'heure, voilà, ils sont prêts en fait à consommer un peu différemment. Ils sont prêts à apprendre à cuisiner autrement. Et notamment, on voit qu'ils sont en attente davantage d'options équilibrées, sans viande ni poisson. Parce que c'est vrai que c'est un peu le sujet de l'équilibre alimentaire, hein, qui est important. Parce qu'effectivement, cuisiner sans poisson, on fait un plat de pâtes, ça va bien. Mais cuisiner de façon équilibrée, sans viande ou sans poisson, c'est encore autre chose. Donc, on voit que là, on est quand même assez loin d'avoir des options végétales équilibrées ou végétariennes équilibrées, que ce soit au restaurant ou dans les cantines. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Continuer à aller manger dans les restaurants qui font du végétal, parce que, en fait, nous, à notre niveau, à la table de Colette, si vous voulez, avec un légume, on arrive à faire plus d'une cinquantaine de recettes. Pourquoi? Parce que, en fait, on va aller chercher tout ce qui est possible et imaginable pour cuire un légume, pour l'assaisonner quand il est cru, et surtout pour que ce soit bon. C'est ça qui est primordial. Il faut que ce soit bon. La cuisine, c'est fait pour que ce soit bon. Et tout ça pour dire que c'est important de privilégier les restaurants qui font du végétal. Et c'est là aussi où nous, on a besoin d'aide de l'État. C'est qu'aujourd'hui, on a les mêmes charges qu'un fast-food qui fait du décongelé, que nous, à la table de Colette, on fait du 100% maison. C'est-à-dire que tout arrive brut et tout est transformé à la table de Colette. Ça ne fait pas les mêmes charges de personnel, ça ne fait pas les mêmes charges d'énergie.
Et aujourd'hui, on a la même TVA, on a les mêmes charges URSSAF, alors on fait un travail qui est beaucoup plus important pour la société. Tout ce qu'on achète est à 99% français, sauf ce qui n'est pas produit en France, type le café, le chocolat ou les épices, mais c'est que ces produits-là qu'on n'achète pas en France. Tout le reste, c'est français, c'est bio et c'est même en agroforesterie. Et on se rend compte aussi que, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'histoire de la santé, c'est que moi j'ai commencé par calculer le bilan carbone de l'alimentation. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce qui fait baisser le bilan carbone dans l'assiette, c'est-à-dire réduire la viande et le poisson, mais sans l'enlever totalement, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie française. Et il y a, en fait, sans le vouloir, parce qu'à la base, on n'était pas conscient de tout ça, mais on a touché finalement à tous ces secteurs-là. Aujourd'hui, 80% de ce que mange l'humanité est produit par les petits producteurs. C'est pas l'agroalimentaire qui produit ce que les gens mangent. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ONU. Donc je suis pas responsable de ce chiffre-là, mais face au dérèglement climatique, un agriculteur bio en agroforesterie est beaucoup plus résilient que un champ gigantesque traité avec des intrants chimiques qui sont souvent issus du pétrole. On sait qu'aujourd'hui, ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué. Et finalement, en fait, l'alimentation de demain, elle sera forcément le plus locale possible et surtout bien élevée, bien cultivée. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup. Si Frédéric, vous voulez rajouter un point par rapport à ça? Sur la partie. Oui, non, peut-être sur puisque c'est la dernière question, alors. Non, parce que non, d'accord. Non, mais je vais essayer. Non, mais très intéressant parce que merci à Jocelyn de rappeler que, moi, on y est très sensible sur les filières café. 20 millions de petits producteurs qui sont sur moins de 5 hectares et qui produisent pas loin de 70% de la production mondiale de café. Donc on a aussi des personnes qui sont engagées avec nous là, dans ces modèles-là. C'est pas que des modèles agricoles, c'est aussi des gens, des gens que l'on connaît, que l'on côtoie, et qui eux aussi ont besoin de construire leur avenir. Merci beaucoup. Donc on voit que vous travaillez beaucoup avec ce qu'on appelle l'amont de la chaîne de valeur. Est-ce que je voulais vous poser une question par rapport à l'aval, donc les consommateurs. Est-ce que vous touchez que les consommateurs les plus engagés, ou finalement est-ce que vous avez des techniques marketing pour toucher les consommateurs qui ne sont pas encore forcément engagés, et justement pour leur faire découvrir vos produits? Et voilà, comment est-ce que vous faites ça? Alors, nous, je commence par répondre, pardon, Frédéric. Vas-y. À la table de Colette, on a des menus à l'aveugle. J'avais pas forcément conscience de tout ce que ça avait comme implication quand j'ai ouvert la table de Colette, mais le menu à l'aveugle, ça fait que donc les gens forcément savent pas ce qu'ils vont manger et du coup restent ouverts. Et je vais donner un exemple. J'ai un client maintenant qui est un client habitué chez nous. La première fois qu'il est venu, il a refermé la carte avec un bruit assourdissant en disant « Ah, fait chier des légumes ». Mais vraiment comme ça. Hein. Et on lui sert le premier amuse-bouche, la première entrée, la deuxième entrée, et je vais débarrasser la deuxième entrée parce que j'avais une attention particulière sur ce client-là, parce que je me doutais que c'était un peu compliqué pour lui. Et il me prend le bras, il me dit par contre, c'était bon hein, tes trucs, hein, franchement, je pensais pas. Mais il me dit, il y a 2 trucs que je déteste, c'est le brocoli et le chou de Bruxelles. Et moi, je savais que le plat d'après, c'était un plat autour du brocoli. Donc je me dis, bon, il y a un risque, je fais le plat, je lui pose et je lui dis, donc là, il me regarde, il me fait, tu te fous de ma gueule. Je t'avais dit pas de brocoli, tu me sers un plat de brocoli. Je lui dis, écoutez, ce qu'on fait, c'est que si vous aimez, vous payez, si vous aimez pas, vous payez pas. D'une, c'est un client habitué.
Et de deux, quand je mets le brocoli à la carte, parce que le brocoli, c'est un plat saisonnier, donc on ne peut pas l'avoir à la carte toute l'année, il vient exprès pour manger le brocoli chez moi. Et de trois, la dernière fois qu'il était venu avec sa femme, alors il est revenu depuis plein de fois, le brocoli, on l'avait retiré de la carte parce qu'elle était plus de saison, je me suis fait engueuler. Parce qu'il me disait, je veux montrer à ma femme que je mange du brocoli, elle ne voulait pas me croire. Et il me dit, il n'y a que chez toi que je mange du brocoli. Tout ça pour dire que là, c'est plus, je ne sais pas si c'est une question de marketing, mais c'est par le goût qu'on arrive à convaincre les gens que manger des légumes, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Je veux dire, on a eu samedi soir une cliente américaine qui venait de Louisiane sur le plat du chou pointu. J'ai été hyper mal à l'aise, mais elle a pleuré. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, ça m'a rappelé mon enfance, vous m'avez projeté dans les bras de ma grand-mère, ça m'a retourné, et son mari qui était français, qui était hyper mal à l'aise aussi, m'a dit, je ne l'ai jamais vu comme ça, vraiment c'était une expérience incroyable. Tout ça pour dire qu'avec des légumes, on peut provoquer ça, on peut faire ça. Donc je pense que le plus important, c'est ça, c'est de provoquer ça, après, ça viendra, comme on dit. On peut provoquer des émotions avec du brocoli. Avec le goût, quoi. Exactement. Et du coup, Frédéric, par rapport à cette... Effectivement, moi, je rebondis totalement sur ce que vient de dire Jocelyn, le goût, le plaisir, hein, de boire un café, boire une boisson chaude, c'est un moment de plaisir, voilà, partagé ou pas d'ailleurs. Et donc, il faut absolument maintenir ça. Hein. Ça, on va dire, la clé d'entrée. C'est là où commence la conversation avec le consommateur. Et puis après, je pense qu'on a un devoir de pédagogie, c'est-à-dire en tant que marque, il ne faut pas hésiter à aborder des sujets complexes en fait avec le consommateur. Il faut respecter le conso. Le marketing nous a emmenés vers de l'émotion, vers de la simplification à l'extrême des messages, etc. Et aujourd'hui, le temps est venu de remettre un petit peu de complexité. Les consommateurs ont un cerveau et il faut l'utiliser. Alors, peut-être les plus jeunes, les plus anciens comprendront ce que je veux dire là. Mais les temps de cerveau disponibles à une époque, voilà. Donc, il faut parler des limites planétaires, il faut parler nous, on a un gros sujet devant nous qui est la raréfaction du café, la raréfaction de cette matière première. Moi, il faut qu'on l'échange absolument avec le consommateur, mais dans un projet dans lequel on va ensemble créer des nouvelles solutions. Voilà, on doit accueillir cet état de fait et du coup développer l'entreprise Globodis et son consommateur des nouvelles approches, voilà, et des nouvelles façons de consommer, etc. Il y a aussi l'idée de consommer moins, mais mieux, hein, tout ça qui est réuni avec ça. Et donc du coup, à nous d'amener des solutions, informer, derrière amener des solutions et travailler ensemble, par exemple, à la création d'un nouveau produit. C'est ce qu'on a fait récemment. On a travaillé sur une alternative de café qui s'appelle le lupin torréfié. Et avant de sortir cette offre, on a largement fait tester cette offre à des consommateurs qui sont venus s'inscrire de façon volontaire pour déguster ce produit, nous aider à finaliser sa mise au point, etc. Et donc, ça, on s'engage dès le départ ensemble pour créer les produits, pour aussi travailler sur la communication qu'il y aura au pack. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir de façon directe? Qu'est-ce qui vous parle? Si je parle sur le packaging, si je communique sur le packaging, qu'est-ce qui va vous aider à comprendre l'offre, le produit et nos enjeux? Et puis, plus loin encore, peut-être, il va falloir qu'on travaille ensemble. Alors là, je parle sur le champ unique hein, des boissons chaudes, on va dire de façon générale, mais à réapprendre à consommer moins mais mieux, peut-être moins de chaque chose. Et donc, du coup, moi, je dois créer des alternatives. Et là, il y a un champ d'innovation absolument incroyable. Hein. Tout ça est enthousiasmant. Hein. On a des enjeux importants devant nous, mais il faut les aborder avec enthousiasme parce qu'on a des possibilités aujourd'hui en termes d'innovation, et Jocelyn le démontre dans son restaurant, qui sont devant nous énormes. On a tout à faire, on a tout à réinventer et à créer. Et donc, être capable dans la journée
de boire peut-être pas de café le matin du tout au réveil et puis attendre 1 heure et demie après son lever, c'est-à-dire en arrivant au bureau, boire le café, voilà, et profiter pour parler avec les collègues d'ailleurs, etc., en faire un instant convivial. Mais là, on va avoir un effet du café, de la caféine, etc., un effet attendu boost qui va être plus important. Et puis peut-être que le matin, il faut aller vers d'autres produits comme la chicorée, comme le lupin, etc. Et pareil l'après-midi. Et donc on va parler du thé, on va parler du kombucha, on va parler du matcha, voilà. Et du coup, tout au long de la journée, on va se refaire un parcours gourmand, n'est-ce pas, un parcours de plaisir avec peut-être moins de chaque chose, mais mieux. Et puis, et ça, je crois que notre rôle à jouer est toujours avec de la communication d'impact. Hein. Toujours là, toujours chaque moment doit être associé. Le consommateur doit pouvoir passer ce moment-là en conscience, vous voyez, voilà, et du coup connaître l'impact de, de, de ce qu'il est en train de consommer. Et donc ça, c'est notre devoir, on va dire, en tant qu'entreprise là de grandir ensemble avec le consommateur. Voilà. Donc, si je vous écoute tous les deux, vous prenez vraiment le sujet des limites planétaires et de la raréfaction des ressources presque comme une opportunité incroyable d'innovation et de création, en fait. Dans toutes les crises, hein, Oui. il y a eu justement cette évolution, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre, l'ouverture d'autres choses. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est un tournant. Hein. Absolument. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont émergé, donc je vais peut-être en profiter pour vous les poser directement. Il y avait notamment une question pour Frédéric, enfin d'ailleurs pour vous deux, mais comment est-ce que vous accompagnez vos fournisseurs, notamment par rapport au choix des intrants? Est-ce que vous fournissez un cahier des charges avec des intrants à privilégier ou à utiliser ou d'autres à bannir, par exemple? Enfin, c'est vraiment la question de l'accompagnement sur du coup, l'amont de la chaîne de valeur. Alors, pour ce qui nous concerne, on va effectivement, enfin, depuis très longtemps, si vous voulez, on encourage l'agriculture biologique. Les intrants étaient un peu inaccessibles, si vous voulez, pour les petits producteurs au départ. Donc, du coup, on en a fait là encore une véritable opportunité, puisque de toute façon, on ne peut pas accéder aux intrants chimiques. Développons autre chose. Et je vous parle d'il y a 35 ans, là, ou 38 ans. Et donc, du coup, privilégions les pratiques agricoles durables et l'agriculture biologique. Et au passage, valorisons encore mieux le travail réalisé. C'est là où 30 ans plus tard, ou 35 ans plus tard, on a un projet qui, au départ, était d'encourager les pratiques agricoles, de développer l'agriculture biologique, de développer les modèles agroforestiers. Hein, je fais le chemin sur 30 ans, et aujourd'hui d'encourager la polyculture, c'est la diversification des sources de revenus aussi pour les producteurs, parce que peut-être un des biais des modèles agricoles et tels qu'on doit les transformer aujourd'hui, c'est de s'axer beaucoup toujours sur une monoculture. Et donc, du coup, la polyculture et le fait que les modèles agroforestiers sont pour cela très, très intéressants parce que on peut développer des cultures locales avec, par exemple, des bananes qui vont protéger les caféiers, les bananiers vont protéger les caféiers, les pignaces ou les ananas vont réguler un petit peu la quantité, le risque de surajoutage des sols, etc. Enfin, créer tout un écosystème avec des épices, etc. Et donc, le café n'est plus la seule source de revenus du producteur, et en cas d'accident, quel qu'il soit, climatique, une maladie, etc., les producteurs sont préservés et ne sont pas en danger. Ils peuvent aussi, dans des modèles comme ça, commencer à réfléchir à transmettre. Hein. Oui, parce que le risque, on a aussi un gros problème avec le café, qui est le renouvellement des générations, comme partout sur la planète, hein, chez les agriculteurs. Hein. Voilà. Donc, tout ça sont des modèles vertueux qu'on accompagne avec du financement
avec de la valorisation, de l'achat au juste prix, hein, etc., et de la valorisation juste, et un travail énorme sur les coûts de production pour faire en sorte qu'on soit certain qu'on contribue à ce que les producteurs vivent dignement et un revenu qui leur permette de vivre. Donc, c'est un accompagnement permanent, mais j'insiste pour terminer sur le fait que ce qu'on accompagne, c'est les projets des producteurs. C'est-à-dire que on essaie de grandir ensemble, là encore, un peu comme on essaie de le faire avec les consommateurs. Et je pense que c'est les modèles les plus. Enfin, moi, on a eu la preuve l'année dernière, alors que le marché du café a explosé, que les nouveaux comportements sont arrivés très opportunistes là du côté des vendeurs, etc. On a fait partie des rares torréfacteurs en France qui ont réussi à, à maintenir l'ensemble de nos approvisionnements. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu zéro défaut de livraison. Et donc ça, c'est un rapport de confiance qui s'établit sur la durée, dans le respect et dans l'idée de grandir ensemble. Voilà. Euh, donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je peux aller plus loin, mais le temps passe. Ça marche, merci beaucoup. Et du coup, Jocelyn, c'est un peu la même question par rapport à vos fournisseurs. Vous êtes plutôt en format collaboratif et plutôt en train de travailler avec eux à améliorer leurs pratiques. Comment Bah, est-ce que vous alors fonctionnez nous, on avec a beaucoup moins de volume et puis on achète énormément de choses différentes. Mais on a des producteurs qu'on suit d'année en année, oui. Après, on privilégie vraiment euh, euh, des entreprises qui ont plusieurs producteurs pour justement on va dire, mixer les charges et voilà, on bosse avec des coopératives, on bosse parce que nous, il y a la problématique de la production, il y a la problématique aussi de la livraison et des volumes. C'est-à-dire que quand on commence à acheter du fenouil, c'est 50 kilos par semaine. Alors, on n'achète pas à la tonne, mais voilà. Et quand on arrête un produit, bah, c'est pour ça qu'on est souvent en lien avec le producteur en disant, bah voilà, quand est-ce que tu arrives au bout, qu'est-ce que tu aurais éventuellement après. On essaye de comprendre, ben voilà, ce qui se passe dans le champ, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. et, S'inscrire dès le départ dans la durée, dans une Mm. relation qui peut oui, s'inscrire dans la durée. Mm. oui, et on voit qu'effectivement, ça vous permet d'être aussi plus résilient pour, du coup, finalement, pour l'offre que vous proposez à vos clients. Mm. Absolument. Merci beaucoup. Alors, du coup, il y a pas mal de questions autour du prix. En gros, comment est-ce que vous pouvez proposer une offre gourmande, alors que ce soit une offre végétale, restauration ou pas, mais en gros, une offre gourmande de qualité et qui soit aussi accessible aux consommateurs. C'est un sujet Ah, récurrent. ouais, ça c'est compliqué, surtout depuis on va dire 4-5 ans. Alors nous, la chance qu'on a à la table de Colette, c'est que finalement les augmentations de prix, on les a pas eues autant que les autres. Achetant que des énergies vertes, on n'a pas eu une augmentation du coût de l'énergie énorme. On a aussi une cuisine basse consommation, donc du coup la facture électrique est pas énorme chez nous. Et là, le coût de production finalement des légumes, le fait qu'ils soient bio, bah, il n'y a pas d'intrants chimiques, donc le pétrole n'intervient pas dans le prix. Ce serait intéressant de savoir si, voilà, en fait, moi, quand j'ai commencé à la table de Colette, le bio était beaucoup plus cher que le conventionnel. Il y a 2-3 ans, le bio était arrivé au même prix que le conventionnel. Je pense qu'avec la crise du détroit d'Ormuz, à mon avis, le conventionnel va être plus cher que le bio parce que on a besoin du pétrole pour mettre des intrants chimiques dans les champs, alors que dans le bio, il n'y a pas besoin. Ce serait intéressant d'étudier ça. Je n'ai pas les chiffres en tête et je pense qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais on est plus résilient à travailler avec la biodiversité qu'à travailler contre, quoi, pour résumer un peu. Et Frédéric, de votre côté aussi, par rapport à une offre accessible aux consommateurs, parce qu'il y a à la fois le sujet du partage de la valeur avec du coup, les producteurs et en particulier les petits producteurs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour à la fois
garantir une qualité de vie aux producteurs d'un côté et en même temps faire en sorte que les consommateurs en France puissent acheter vos produits. Alors oui, là, on rentre dans le sujet du partage de la valeur et du juste prix d'un produit alimentaire. Et je pense que là, on rentre dans une nouvelle ère de ce point de vue. Euh, Ce que vient de dire Jocelyn est très juste, hein. Il y a un rattrapage qui est en train de se faire aujourd'hui sur l'écart de prix entre un produit de commodité, on va dire, si je parle du café, et puis de mass market et un produit tel que l'offre de Lobotis. Et c'est ce qui nous amène, par exemple, actuellement, sur la fin de l'année 2025, euh, nos volumes de vente ont considérablement augmenté parce qu'en fait, le marché conventionnel nous a rattrapés en termes de prix. On a subi des hausses comme tout le monde, mais on les a pas subies de la même manière. Elles ont été un petit peu amorties à cause de nos comportements d'achat précédents. Et par contre, le mass market est en train de nous rattraper. Donc déjà, alors après, la question qui se pose aujourd'hui, enfin pour demain, c'est quels sera et je reviens sur le consommer moins mais mieux, hein. Je pense qu'il faut tous si on veut maintenir une agriculture et une agriculture qui soit vertueuse et pérenne, pas qui tue les sols et voilà, une agriculture qui nous permette de maintenir notre souveraineté alimentaire, il faut derrière que le coût de l'alimentation soit au niveau de cette alimentation durable, hein. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des consommateurs là-dessus. Et donc, du coup, notre responsabilité est d'aller vers le moins mais mieux, hein. C'est-à-dire qu'à un prix du café à, à 25, 30 euros du kilo, eh ben, ce sera le prix demain, parce qu'il va se raréfier aussi. Et donc, il faut trouver des alternatives, mais pas des alternatives qui vont nous faire revenir au vieux temps où le café était à 10 euros du kilo. Parce que ce temps-là est révolu et ce temps-là n'est pas pérenne pour l'avenir et pour les enjeux qui sont devant nous. Donc, il va falloir trouver voilà, accompagner tout le monde vers cette augmentation du prix de la consommation, enfin de l'alimentation, et donc la partition dans les ménages, dans les choix, etc., et l'accompagnement qui doit être fait de ce point de vue. Ça, si on veut rester sur une juste rémunération, j'ai pas trop d'autres leviers, malheureusement, hein. Voilà. Pour rebondir un peu sur ce que dit Frédéric, ce qu'il faut comprendre quand on fixe un prix dans un restaurant, c'est que, on va dire, il y a le camembert du prix se divise en trois. Il y a un tiers pour la masse salariale, un tiers pour l'achat du produit et un tiers pour l'immobilier et tout ce qui est expert comptable et tout le reste. Nous, ce qu'on a constaté à la table de Colette, c'est que on achetait en termes de prix un peu moins qu'un tiers parce que en achetant beaucoup plus de légumes, le légume étant moins cher au kilo parce qu'il arrive extrêmement brut, du coup on achète un peu moins cher, enfin on achète à peu près 22% du coût global du prix. Par contre, on a beaucoup plus de charges de personnel parce qu'il y a beaucoup plus de transformation. Et du coup, c'est là où il faut expliquer aux gens que le végétal n'est pas forcément moins cher que la viande et le poisson, parce qu'à notre niveau, on doit transformer totalement le produit, alors que la majorité des restaurants, quand ils font du steak et des frites, le steak, ils le reçoivent déjà portionné, déjà sous vide, il y a à ouvrir le sac, mettre à cuire sur la plancha, faire les frites, et puis c'est fini, quoi. Nous, il y a vraiment toute une transformation avant. Et donc, voilà, fixer le prix, on est plus résilient parce qu'on achète bien, mais l'un dans l'autre, ça coûte aussi parfois plus cher parce que il y a beaucoup plus de transformation que des restaurants qui sont vraiment axés sur la viande et le poisson. Il faut peut-être, sur ce point,
ce qui est très important, c'est qu'on a le café, à mon avis, est un exemple à suivre, duquel il faut retirer des enseignements. Le café, c'est la première matière alimentaire euh, échangée à travers la planète. Donc, elle subit à la fois, effectivement, tous les effets liés à la raréfaction qui est en haut, qui fait que son prix augmente naturellement, mais parce que la demande est toujours présente, il y a une demande mondiale qui est là, hein. Pour le dire peut-être un peu rapidement, l'Asie va boire de plus en plus de café, sans que du côté de l'Ouest, on en consomme moins. Mais par contre, on va avoir peut-être du côté de l'Ouest de plus en plus d'appétence pour le thé, les infusions, etc. Donc il y a des effets balanciers comme ça qui font que de toute façon, globalement, la demande augmente, est toujours présente et augmente de plus en plus. Donc, du coup, c'est lié aussi il y a des caractéristiques géopolitiques qui interviennent là-dedans. Quand le président Trump met 50% de droits de douane sur les importations du café du Brésil, tous les acheteurs de café américains se jettent sur tout ce qui reste sur la planète, à commencer par le café du Mexique, et qui est le plus proche. Et du coup, ça crée des distorsions complètes, enfin des folies sur les évolutions du prix, et puis après, vous avez toute la partie spéculative financière, hein, ce café est coté sur une bourse à New York pour l'Arabica, une bourse à, à Londres pour le Robusta. Et donc là encore, tous ceux qui cherchent à faire du gain immédiat, etc., arrivent sur ces marchés pour essayer de faire un peu de spéculation. Voilà. Et donc, on est au milieu de tout ça. Vous voyez, on est au milieu de tout ça. Et on doit aussi tirer les enseignements de ce qui est en train de se passer autour d'une matière première alimentaire, hein, et du coup, d'essayer de trouver le juste prix. Ce n'est pas parce que le café explose complètement à un moment, comme ça l'a fait en 2025, qu'il ne va pas se réguler un petit peu dans les années qui viennent, être un peu moins cher que ce qu'il a été, mais jamais, jamais on ne reviendra en arrière, me semble-t-il, hein. Et donc, il faut se préparer à ces évolutions-là sur l'ensemble des matières premières. Là, je parle que du café. Et, on a la même chose sur le chocolat, on a la même chose sur des choses peut-être plus importantes encore pour l'équilibre alimentaire, comme le blé, comme d'autres matières. Donc, il faut s'attendre à avoir ces variations pendant un moment. Il faut s'attendre qu'on va avoir des chocs, on va avoir des pics, ça va redescendre. Mais petit à petit, le prix de l'alimentation va augmenter. Et donc, il faut qu'on fasse face à ça en approchant, en consommant moins, mais mieux. Je pense que c'est ce qu'il faut accompagner fortement aujourd'hui. C'est l'avantage chez nous, c'est que les tomates de Bruno Cailleron, elles ne seront jamais cotées en bourse. Voilà, ça c'est sûr. Ben, j'y travaille avec de lupin ou des choses comme ça qui sont un peu moins cotées en bourse, effectivement, et beaucoup plus locales. Donc voilà, c'est là aussi où nous, on doit se bouger, et on se bouge. Voilà, enfin, en tout cas, on essaie, hein, avec des alternatives toujours gourmandes. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a encore quelques petites questions, mais on va pas forcément avoir le temps de tout traiter. Est-ce que vous avez peut-être juste un petit mot de la fin, chacun, pour les personnes qui nous écoutent, qui travaillent parfois dans des grosses entreprises et qui se posent souvent la question de mais oui, mais moi, entre guillemets, je suis trop gros, comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux changer ou par quoi est-ce que je dois commencer? Est-ce que vous avez peut-être un conseil à leur donner pour commencer à mettre en place des bonnes pratiques? Vas-y, Frédéric. Non, alors là, c'est très présomptueux de donner des conseils, mais je pense que les faits sont là. Le consommateur, tout est réuni, hein. On a des enjeux énormes en termes de souveraineté alimentaire. On a les limites planétaires qui sont devant nous et qu'il faut qu'on prenne à bras le corps dans nos entreprises si on veut que nos activités soient pérennes demain. On a sans doute un modèle économique à repenser, hein, de partage de la valeur, etc. Et alors, on a toujours une crainte du côté des entreprises, c'est est-ce que le consommateur est prêt? Je pense que vous venez de le démontrer, donc tous les ingrédients sont là
Moi, j'ai envie de dire à nous d'avancer ensemble et si, en tant que petite PME, en tant qu'éclaireur, que pionnier, etc., on peut vous aider, venez nous voir, parlons-en et voyons ce que l'on peut faire ensemble. Voilà, mais je pense que le pouvoir, enfin, la capacité d'agir des grosses entreprises est énorme. Est énorme. Nous sommes que enfin, pour ce qui me concerne, des entreprises, on essaie de défendre un autre modèle. Voilà, mais notre capacité d'action reste à notre niveau et donc au niveau d'une PME. Voilà, les grosses entreprises ont de quoi faire transformer la planète définitivement. On sera avec eux, on sera derrière eux. Voilà, qu'elles croient en ce qu'on a fait et qu'elles dupliquent chez elles. Bah, moi, je dirais le plus important, c'est de proposer des options végétales, quoi, et pas le risotto aux asperges, quoi. Il y a plein d'autres choses à faire, plein d'autres choses à faire. Végétaliser l'assiette, c'est le plus important. Super. Bah, écoutez, un grand merci encore à tous les deux. Et un grand merci aussi, donc je le rappelle, à Bénédicte, Ludivine et Mathilde chez Greenflex qui ont fortement contribué, comme depuis plusieurs années maintenant, à l'analyse de ces résultats, à la construction du questionnaire avec l'ADEME, donc avec aussi Valérie, Anaïs, Marianne et Alba cette année. Donc merci beaucoup à tous et on vous enverra les chiffres clés a priori dans l'après-midi et le replay sera disponible également directement, je crois, dans vos boîtes mail. Donc merci encore Jocelyn et Frédéric et une Merci, bonne journée à tous. bonne journée, Merci, au revoir. merci beaucoup. Au revoir.